Donc, bonjour Dominique de Villepin, nous sommes avec nos camarades d'Elsie en direct. C'est important ce qui se passe ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment que la guerre crainte est finie? Elle n'a jamais démarré, mais est-ce que on peut reprendre le titre du film d'Alain Resnais? L'intervention militaire avait du plomb dans l'aile, puisque aujourd'hui, Barack Obama n'a pas de majorité au Congrès. Donc il y a à la fois un soulagement du côté américain et en même temps l'embarras. Comment répondre à la diplomatie russe dont beaucoup imaginaient que jamais un elle ne contrôle serait international capable des de armes bouger. chimiques, oui. Un contrôle international des armes chimiques, à la fois pour recenser, rassembler ces armes chimiques et en même temps pour les éliminer. C'est un processus dans lequel nous ne sommes pas tout à fait vierges. Nous avons l'expérience avec la crise irakienne de ce type de mécanisme. Et les inspecteurs des Nations Unies sur place en Irak avaient bien pour objet de recenser, d'observer ce qui pouvait exister. Donc, ce sont des mécanismes dont nous pouvons nous inspirer. Et en particulier, puisque... Donc c'est une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ça fait bouger les lignes. Moi, je ne cesse d'appeler depuis le début à renverser la table et à remettre la diplomatie au cœur du jeu. Donc oui, c'est une bonne nouvelle parce que les choses bougent. Ce qui est important maintenant, c'est de voter une résolution des Nations Unies, puisque les conditions sont réunies pour qu'il puisse y avoir un vote qui prépare le chemin. Et de ce point de vue, la résolution 1443, qui avait été votée à la fin de 2002 et qui prévoyait justement un mécanisme contraignant pour mettre en œuvre les inspections, peut être une source d'inspiration. Vous vous rappelez que la France avait défendu un mécanisme en 2 temps quand les Américains voulaient un système automatique de frappe en cas de non-respect. Ah, j'ai plein de questions. Évidemment, il est inutile de vous présenter sur ces sujets puisque tout le monde se souvient justement de votre position au moment de la guerre en Irak. Première question, comment se fait-il qu'on n'ait pas envisagé cette solution avant? Deuxième question, est-ce qu'on n'est pas quand même dans une situation de poker menteur absolu? C'est-à-dire les Russes avancent une proposition pour sauver Assad, et puis une fois qu'on sera rentré dans un processus diplomatique, Assad continuera à massacrer tranquillement sa population. Alors d'abord, pourquoi cela n'a pas été envisagé? Tout simplement parce que la diplomatie est hors jeu. Dans cette affaire. Kerry l'avait dit hier matin. Non, Kerry a répondu à une question et a fait l'hypothèse pour l'écarter. Ouais, et Lavrov est sauté dessus. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié. Ce qui est certain, c'est que les Russes ont attendu le moment opportun, c'est-à-dire le moment où le débat allait s'ouvrir au Congrès pour faire bouger les lignes. Donc la diplomatie est hors jeu depuis trop longtemps. Personne ne veut croire du côté européen ou du côté américain que la diplomatie puisse reprendre ses droits. Et on n'a pas compris à la fois que les Russes avaient des lignes rouges de leur côté qu'ils n'exprimaient pas, contrairement aux Américains, leur base de Tartous, la crainte d'une contamination islamique dans le Caucase, mais qu'en même temps, ils étaient prêts à faire un certain nombre de concessions. Donc on a négligé Poutine depuis le début. On a négligé Poutine, qui est le cœur de la solution. Fabius, Hollande, et Obama, une fois de plus, Kerry. On a négligé la diplomatie au profit d'une solution miracle, l'intervention militaire, qui depuis quelques années s'est imposée, alors même que partout, on l'a vu, l'intervention militaire a créé de grands dégâts. Il y a une militarisation des esprits en Occident qui conduit systématiquement, chaque fois qu'il y a un problème, au raccourci militaire. Enfin, il y a un ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, il aurait pu proposer à François Hollande un certain nombre... La tentation, c'est d'aller tout droit vers l'option militaire sans creuser l'option diplomatique. Et ce qui est intéressant, parce que vous posez la question, est-ce que tout ça, finalement, c'est pas un piège? Mais ce qui est intéressant en diplomatie, c'est qu'on est toujours obligé par les propositions qu'on fait. C'est-à-dire que même à supposer qu'il y a un calcul, et il y en a sans doute un du côté russe, ce calcul les oblige. Et il faut jouer la balle. Et à partir du moment où on joue la balle, eh bien on entre dans un processus. La diplomatie, c'est un processus, c'est un mouvement. Et tout le monde doit bouger. Il faut bouger, c'est-à-dire que les Européens, les Américains doivent fixer un certain nombre d'objectifs pour rendre la proposition russe applicable. Et à partir de là, eh bien, on peut peut-être espérer régler la question des armes chimiques. Une fois qu'on aurait réglé la question des armes chimiques, ne l'oublions pas, il reste entier la crise syrienne, avec ces dizaines, centaines de milliers de morts, 110 000. Et donc, il faut s'attaquer aussi au cœur de ce problème, c'est-à-dire il faut proposer au-delà des armes chimiques, une solution politique pour essayer de régler. Mais est-ce que vous pensez que les Russes vont aller dans ce sens? Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est au fond, depuis le début, est-ce qu'Obama et Hollande sont dans cette idée que, en levant le poing, en menaçant, ils vont obtenir ce qu'on obtient ce matin, ou est-ce qu'ils sont totalement plantés? Parce que maintenant, il faut quand même poser la question clairement.
Alors manifestement, les États-Unis n'envisageaient pas cette proposition. Donc ils sont plantés. Ou quelconque proposition. Et le président français aussi. Russe. Ce n'était pas dans les esprits. Donc c'est une surprise, ce qui se passe ce matin. Mais une fois de plus, cela fait bouger les lignes et nous pouvons en tirer un avantage. Il faut accompagner le mouvement et en même temps, il faut fixer un certain nombre de conditions qui rendent crédible cette proposition. Parce qu'il faut qu'elle se concrétise, il ne faut pas que ce soit simplement une parole en l'air pour éviter des frappes et que rien ne se passe. Donc, à la diplomatie de reprendre ses droits, à la diplomatie de s'appuyer sur les expériences que nous avons de ce type de situation, et pour faire en sorte que d'une proposition, on puisse rentrer dans une réalité. Ces messages n'ont pas été portés à François Hollande plutôt que de l'entendre prononcer le mot de punition dans un contexte international qui est quand même assez compliqué, parce que personne, aucune opinion publique du monde n'a envie de cette guerre. Parce que ça fait 13 ans que l'on ne veut pas ouvrir les yeux sur les limites de l'usage de la force. Or, il faut se convaincre, depuis l'Afghanistan, en passant par l'Irak ou la Libye, la force sans le droit n'est rien, et la force sans la diplomatie ne mène à rien. Mais ils sont au courant. Ils ne sont pas des enfants, Obama et Hollande. Mais c'est tellement plus facile. Dans des combats que souvent nos dirigeants mènent pour leurs opinions publiques, dans des combats qu'ils mènent souvent avec l'objectif de se donner bonne conscience, on a oublié, tout simplement, et la diplomatie occidentale a oublié dans cette affaire, le seul objectif qui vaille, il faut protéger la population syrienne. Il ne s'agit pas d'agir pour agir, il ne s'agit pas d'adresser un message à X ou à Y, aux Iraniens ou à d'autres, il s'agit de protéger la population syrienne. J'ai une petite question, non pas de protocole, mais qui est un mélange entre le protocole et évidemment la politique étrangère. Comment se fait-il qu'au sommet de Saint-Pétersbourg, Obama, qui n'est pas un enfant de la dernière heure, à un moment aussi crucial, arrive une demi-heure en retard à un dîner face à Poutine ? Mais c'est la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont été surpris ou non ? Barack Obama n'a jamais imaginé que Poutine puisse faire bouger les lignes, que Poutine puisse prendre l'initiative. Et la désinvolture dont il a fait preuve, où il a non seulement décidé d'arriver en retard à ce dîner consacré à la Syrie, mais il a mis en scène, à travers une communication, et qu'est-ce qu'il voulait signifier ? Que la grande puissance démocratique américaine n'attendait rien de ce dîner et de cette rencontre. En diplomatie, tous les moyens doivent être utilisés, toutes les circonstances doivent être mises à profit, et c'est souvent au moment où on l'attend le moins, eh bien, qu'il y a un espoir, qu'il y a un fil à tirer. Il y a une chose qui est importante sur le plan diplomatique, c'est qu'on a l'impression que dans le contexte actuel, Obama mène une sorte de nouvelle guerre froide avec Vladimir Poutine, alors qu'il est prêt à dialoguer avec les Chinois. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quand même le renversement du monde qui est face à nous. Oui, beaucoup parce que la diabolisation et l'incompréhension, parce qu'il faut être franc, il y a une incompréhension extrêmement grande chez nous, en Europe, aux États-Unis, de la réalité russe. On n'a pas vu à quel point les Russes se sont renforcés, on se contente de voir un système ou une politique ou un homme que l'on considère comme qui est contesté, regardez les élections municipales à Moscou. Mais je ne dis pas. Mais il y a une réalité russe que nous devons prendre en compte. Et il y a un dialogue possible avec le Je vous dis ça parce que pendant la crise irakienne, avec Jacques Chirac, nous avons mené avec les Russes une vraie négociation fondée sur quoi ? Fondée sur ce qui est très difficile à obtenir en matière nationale, la confiance. Alors qu'avec la Chine, il y a un tel intérêt économique et financier pour les États-Unis qu'ils sont prêts à passer sur toutes les lignes rouges de la planète, tout simplement parce que c'est leur intérêt. C'est une guerre aussi de propagande. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que les propos d'Assad, dire menaçant d'enflammer la région, il a dit lui-même d'ailleurs sur CBS, peut-être pas moi, mais en tout cas, on sait qu'il y a un affrontement sunnite-chiite dans la région, mais d'autres, est-ce qu'on n'a pas cédé finalement ? Parce que c'est ça aussi la grande question. Il y a deux guerres qui se superposent en Syrie. Il y a une guerre civile, dramatique, dont on voit les conséquences, qui est une guerre entre des communautés, dont on peut se poser la question de savoir si elles veulent vivre ensemble et si elles pourront encore vivre ensemble dans les prochaines années. Et la deuxième question, c'est qu'il y a une autre guerre, qui est une guerre entre sunnites et chiites, qui est une véritable guerre régionale, qui peut déborder considérablement la région. Donc, oui, propagande, parce que chacun cherche à mobiliser ses forces, chacun cherche à jouer sur des lignes de clivage. Nous n'avons pas, nous Français, et je voudrais le rappeler ce matin, nous n'avons pas, nous Français, à rentrer dans ces logiques extrêmes. Assad a gagné ce matin. Je n'irai pas jusque-là. Ce qui a gagné, c'est peut-être la possibilité aujourd'hui d'améliorer le sort des populations syriennes. Et ce que nous devons nous rappeler, c'est que la France a une vocation, qui n'est jamais de choisir un camp,
et qui est toujours de choisir la médiation et de faire avancer une solution politique. Ça veut dire qu'on oublie. Ça, c'est la responsabilité de la Ça veut dire France. que le grand débat au Parlement qui a commencé la semaine dernière, on l'oublie pour les semaines qui viennent. C'est terminé. C'est un débat absurde. Ouais. C'est un débat absurde. La question n'est pas... François Hollande qui l'a voulu. Mais la question n'est pas est-ce qu'il faut intervenir militairement ou mais ça, pas. j'ai compris. La question, c'est est-ce qu'il y a une alternative à l'emploi de la force dont nous savons qu'il ne règle rien. J'ai deux questions, une personnelle et une concernant le chômage. Quand vous étiez au pouvoir avec Thierry Breton et Jean-François Copé, il y a eu pendant plusieurs mois un retournement de la courbe du chômage. Pourquoi François Hollande n'y arrive pas? Est-ce que vous croyez à son pari pour la fin de l'année? Nous avons fait le pari de la bataille pour l'emploi pendant 2 ans et le chômage a effectivement baissé pendant ces 2 années. De la même façon, nous avons réussi à faire baisser la dette. C'est une mobilisation. Mais pourquoi on ne peut pas faire ce qui a été fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tous les outils ne sont pas mobilisés. Le pari de François Hollande, c'est d'abord le pari de faire baisser le chômage avec des emplois aidés. Pendant les 2 années où j'étais Premier ministre, nous avons mobilisé tous les moyens, et y compris et surtout les emplois privés, à travers le contrat en faveur des petites et moyennes entreprises, qui ne coûtaient pas un centime au budget de l'État et qui permettaient de créer cette dynamique de mobilisation. Vous savez, les patrons, ils recrutent quand ils ont des perspectives, quand ils ont confiance et quand ils ont le sentiment qu'ils peuvent prendre le risque de l'emploi. Quand ils ont le sentiment que l'avenir est bouché, incertain, quand ils ont le sentiment d'être dans la contrainte permanente, quand ils sont inquiets, ils n'embauchent pas. Retour en politique, pour vous? Nous parlons de la Syrie, vous pensez que ce n'est pas un grand sujet politique? Donc retour en politique. Et est-ce que Fillon a raison de parler des moins sectaires? Parce que là, c'est aussi... Pardonnez-moi, il reste 40 secondes. En politique, on peut couper, comme dans la vie, les cheveux en 2. Quand on les coupe en 4... Ça veut dire quoi, ça, clairement? Pardonnez-moi, je ne suis pas coiffeur. Eh bien, c'est pourtant clair. Couper les cheveux en 4, c'est prendre le risque de semer le doute, l'incompréhension. Donc il a tort. Il prend ses responsabilités, mais je crois que sur cette question, Jacques Chirac a fixé une ligne qui reste la ligne de la famille UMP, qui est de ne jamais faire de compromis avec le Front National. C'est une ligne claire, compréhensible par tout le monde. En politique, il faut faire clair. Merci beaucoup Dominique de Villepin. Bonne journée à vous, évidemment. On retrouve nos camarades de LCI et puis Sophie Paolini sur Radio Classique.